Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 3 qui va être consacrée au notaire et qui correspond au dossier que nous avons déposé, au dossier volumineux que nous avons déposé chez la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Alors nous allons voir d'abord la brochette de tous les présidents de la Chambre départementale des notaires de la Drôme depuis 2006, en commençant par Michel Rolland, qui avait été très étonné de la campagne des affiches jaunes, notaire escroc, point d'interrogation, au point qu'il avait publié un article dans le Dauphiné. Et disons que cette enquête à laquelle j'avais participé nous avait appris quand même pas mal d'histoires intéressantes sur le notariat de la Drôme. Alors après Michel Rolland, nous avons eu Philippe Van de Worve, Bruno Messier, Hervé Crozat, Olivier Comble-Laboissière, qui nous a dit que si nous en étions arrivés là, c'est que nous avions manqué d'intelligence. Voilà. Mais il nous a reçus quand même, une fois, Xavier Gilles et moi-même. Et nous arrivons à la dernière, Isabelle Pêcheur-Berruyer. Mais avant, je voudrais parler de l'intervention du premier syndic, Marc Dieval, qui carrément m'avait écrit personnellement en me disant que ça vous plaise ou pas, c'est la même chose, il faudra bien que vous fassiez à ce jugement. Bon. Alors Isabelle Pêcheur-Berruyer a reçu de la part du Conseil supérieur du notariat, du vice-président du Sénat, l'ordre d'examiner attentivement notre dossier et de les informer des conclusions qu'elle en tirait. Or, j'ai l'impression qu'à la Chambre départementale des notaires, ce dossier a été fortement épuré depuis le début, et je ne pense pas qu'elle puisse examiner de façon objective notre situation, mais cela n'empêchait pas de nous inviter, de nous convoquer, ou de demander des explications ou des documents qu'on aurait pu lui fournir. Ces documents, de toute manière, ces documents sont visibles sur notre site www.succession-drome.com. Donc tout ce dont je fais état ici est lisible sur ce site. Alors nous avons déposé auprès de cette présidente de la Chambre départementale des notaires un engagement en responsabilité qui concerne 4 notaires de la Drôme. Alors le premier, c'est Vincent Béranger, donc qui est l'instigateur de cette lamentable histoire, alors qui a publié une attestation de propriété en attribuant tous les biens à la veuve sans que les enfants soient au courant. Ensuite, comme il y a eu des procédures, le notaire Béranger a été dessaisi et c'est Gérard Flandin, le notaire de Montélimar, qui a été désigné. Mais malgré tout, le notaire Béranger reste présent, puisqu'il il écrit à Gérard Flandin, il lui écrit, et Gérard Flandin nous dit: voilà le courrier que je viens de recevoir de Maître Béranger, et voilà un projet en 19 pages. Le seul et unique document qu'a reçu Maître Flandin. Alors, nous avons été vraiment très étonnés qu'il n'ait pas 4 actes qui concernaient cette succession. 4 actes qu'on aurait pu nous demander, qui seront publiés, qui sont visibles par tout le monde. Dans le détail, vous le retrouverez sur la vidéo. Ensuite, comme les enfants, je dois quand même dire que les enfants, au début, ne voulaient rien. Le fils voulait le 4x4 du père, valeur 85 000 francs à l'époque, et la fille, un 6e de tout. Lettre à laquelle Béranger a répondu en disant: votre belle-mère est propriétaire de tous les biens, à charge de vous indemniser. Déjà, c'est étonnant que lorsque votre père meurt, on vous indemnise. En principe, on hérite, mais on n'est pas indemnisé. Le notaire Béranger écrit à Gérard Flandin, qui dispose dans son étude 4 objets que les enfants avaient demandés, 4 objets appartenant au père, qui sont à leur disposition, et que la veuve veut ainsi en terminer et payer la soulte. Bon, comme nous sentons les pièges habituels que nous subissons, nous nous rendons chez le notaire Béranger, le mandataire Jacques Léon et moi,
pressentant le piège, accompagné par l'huissier Muriel Dumas. Donc voilà le constat. Et bien nous en a pris, parce que nous trouvons 2 fusils. C'était 2 fusils, une collection de livres et une ménagère en argent pour les 2 enfants qui avaient appartenu au père. Les 2 fusils qui étaient contre le mur, je regrette de ne pas avoir pris des photos, bien enveloppés dans du tissu blanc. Et lorsque le mandataire qui chassait avec Jacques Garcin les sort, on s'aperçoit qu'au lieu du Bréda, il s'agit d'un robuste de Manufrance. Et à la place du Darn, c'est aussi une épave. Alors nous laissons le robuste et nous prenons l'épave pour servir de preuve. Le notaire Montagne adresse à chacun, à Xavier et à Yvan, un chèque de 7 734,66 € pour solde de tout compte, sans acte, sans signature, que les enfants s'empressent de lui renvoyer. Déjà, dans son partage établi, nous en reparlerons tout à l'heure, en 78 pages, il devait verser 12 221,24 €. Ça a pas mal diminué quand même, hein. Où est passée la différence? Bon, ça, on n'en sait rien. Et ensuite, quand on voit les pages 4, 39, 22, 40, 62, 10 de cet acte de partage là, qui est passé, ça je le fais remarquer, de 19 pages à 78, eh bien, elles seront publiées. Quand vous lirez ces pages-là, on attribue toujours des vignes à Corinne, qui est morte en 2004. En 2009, on lui attribue toujours des vignes AOC arrachées en 2002. Ensuite, on veut régler le partage du fils, Yvan Garcin, qui est bien vivant par contre lui. Et finalement, on fait le partage du fils, du père, ça dérange personne, hein, ça ne les étonne même pas. On reviendra à ces pages-là, qui sont quand même édifiantes. Hein, parce qu'on trouve dans une page où la veuve s'octroie de la nourriture, des frais de deuil, des tickets d'Intermarché qui datent du mois de juillet 1994, alors que Jacques Garcin est mort le 30 août. Ensuite, des frais dentaires de la veuve, bref, des factures qui ne tiennent absolument pas debout, et qui ont été retirées par l'expert, parce qu'il y a eu quand même un rapport d'expertise, et qui sont revenus, grâce à son avocate, sous forme de dire. Ce qui fait que la note s'amplifie, pour en arriver à remplir 78 pages quand même. Que le notaire n'assume pas, que le notaire Henri Montagne n'assume pas. Il ne peut absolument pas avoir été le rédacteur de cet acte. Parce qu'on attribue aux enfants aussi un quart de remorque porte-bateau, et remorque porte-bateau qui n'appartenait même pas à Jacques Garcin. Et ensuite, elle écrit qu'elle s'attribue ma moitié, il faut respecter ce langage, hein, ma moitié de l'indivision, ma moitié de la communauté et mon tiers par testament. Alors, par rapport aux fractions, combien ça fait ça? Un demi plus un demi plus un tiers égale. Hein, et puis, le notaire Montagne ne s'est même pas aperçu que dans ma moitié de l'indivision, il y avait déjà le tout, et qu'on comptait 3 fois les mêmes biens. Les enfants ont été reçus par le juge des affaires familiales, le juge Beau-Bernard, qui constate qu'aucun accord n'est possible, et disons que tout est clôturé par là. Et parallèlement, notre notaire de famille, qui était notre notaire depuis Saint-Martin, Claude-Paul Delmas, était notre notaire depuis 1975, et il accepte de faire un partage amiable, parce qu'on s'aperçoit qu'une loi qui est sortie le 1er janvier 2007, l'article 841.1, va nous permettre de régler l'indivision, puisque les enfants représentent les 2 tiers. Donc ils adressent disons des propositions et puis des sommations à la veuve, qui est en ce moment, qui est pour 3 ans à La Réunion, et qui change 3 fois d'adresse. Hein. Une fois c'est rue de Bordeaux, une autre fois c'est impasse des Margosiers, ce qui fait que l'huissier de La Réunion, Bernard Mallardet, qui a fait son travail très très bien, a du mal à la trouver, mais après un procès-verbal de recherche infructueuse, elle est quand même obligée de signer. Il est remarquable que dans le résumé de la succession, commencé par Maître Delmas le 28 juillet 2008 et
continué par deux experts en comptabilité, la part de chaque enfant s'est élevée à 326 802,06 euros. Hein. On est loin des 7 700 euros qu'on voulait leur verser. Mais comme Maître Delmas prend sa retraite, avant, il termine quand même l'opération, il demande au greffe du tribunal de Valence, après toutes les démarches légales, de désigner une personne qualifiée qui représentera l'indivisaire défaillant dans le partage. Et ça, c'était le 23 février 2009. Et le 4 mars 2009, les enfants sont jugés, j'en ai déjà parlé, hein, des procédés de la justice, sans avoir été assignés, et les 5 biens immobiliers sont attribués à la veuve, et eux, il ne leur reste que leurs yeux pour pleurer, et il faut qu'ils lui versent en plus à cette pauvre dame 1800 euros par souci d'équité. Maître Henri Montagne a quand même utilisé dans son projet de partage 2 documents que l'on nous a refusés à la conservation des hypothèques, mais pour le moment nous les mettons entre parenthèses la conservation des hypothèques et le cadastre, nous y reviendrons dans la prochaine vidéo, comme quoi Yvan et Xavier étaient disposants, mais pas donateurs. Normal, hein, ils n'avaient rien reçu. Mais la veuve était bénéficiaire, mais pas donataire. Autrement dit, les enfants disposaient d'un bien qu'ils n'avaient pas reçu, la veuve obtenait tous les biens que personne ne lui avait donnés. Ça veut dire qu'à la longue, à force de contester le procès du 4 mars 2009, ils ont quand même trouvé d'autres mesures pour que l'attribution soit effective. Voilà. Alors à ce moment-là, nous allons voir Maître Mathieu Piquemal, nous, à Puy-Saint-Martin, qui avait pris la suite de Maître Delmas, et nous lui demandons de continuer la procédure. Et il nous répond: « Ah mais non, impossible, hein. Vous avez été jugé, je ne peux rien pour vous. » Alors que chez Maître Delmas, on avait eu des donations, des ventes, des achats. On pensait quand même que cette étude était notre étude. Et Maître Piquemal avait déposé, il nous avait reçus quand même, il m'avait reçu quelques fois, il avait déposé au coin du bureau notre dossier épais comme ça, au coin du bureau. Alors que lorsque on trouvait Maître Delmas, le dossier était comme ça, parce qu'il contenait tous les actes. Bon, la messe était dite, hein. On lui en a fait cadeau. Et nous sommes repartis. Voilà. Depuis, nous n'avons plus aucun rapport avec ce notaire. Donc pour résumer, les notaires font ce qu'ils veulent et la justice les couvre. Exactement, exactement. On en a parlé de la justice auparavant. Hein. On a fait une vidéo sur la justice et encore on n'a pas tout dit. Parce qu'il y a encore pire que ça. En fait, on le réserve pour la fin. On pense que la garde des Sceaux s'en rendra compte. Et le pire maintenant, c'est l'intervention de Laurent Cosmala. Nous nous apercevons que la veuve, propriétaire de tous les biens, en a vendu un qui était un bien de communauté, beaucoup plus cher évidemment que ce qui était déclaré, puisque tous les biens immobiliers, les 5 biens immobiliers, étaient déclarés 88 000 et quelques euros. Hein. Mais ça, on y reviendra dans les documents que nous ajouterons. Et Laurent Cosmala nous reçoit. On lui explique la situation en lui disant qu'il y a deux héritiers réservataires, mais apparemment il s'en fiche et il ne vérifie pas les deux attestations, parce que l'acte de disposant doit être publié, ainsi que l'acte de donateur. Or, ils n'ont jamais été publiés puisqu'on nous les a refusés. Hein. Et il ne vérifie pas. Et ensuite, l'année d'après, en 2011, la veuve vend la maison. Alors là, c'est le pire, la maison. Parce que la maison était un bien propre de Jacques Garcin, et le père Jacques Béranger, le père de Vincent Béranger, avait le même jour, le 8 juin 1978, établi notre convention en divorce, où moi je payais ma part à mon ex-mari, à mon mari toujours, hein, puisque c'était le 8 juin, avec cet argent, il achetait la maison. Et dans les deux actes, il y avait deux choses différentes, c'est-à-dire l'acte que j'ai moi, hein, que j'ai fourni au procureur de la République de Valence, il était dit, notre divorce a été prononcé le 31 octobre 78, quelques mois après, que si le divorce n'était pas prononcé, la moitié de cette maison m'appartiendrait, ce qui est juste. Et en même temps, sur l'acte d'achat de la maison, il est dit qu'elle appartient par moitié dans l'indivision à Jacques Garcin et à sa future épouse qu'il a épousée 1 an et demi après. Mais ça non plus, ça ne gêne personne. Hein. Nous avons donc engagé
en responsabilité ces quatre notaires. Disons que cet engagement en responsabilité civile, elle est délictuelle et collective. C'est l'article 1382 du Code civil, parce que en tant qu'officier public assermenté, c'est un intermédiaire forcé. On est obligé de passer par eux. Et on demande l'intégralité, on demande à ce que le préjudice soit réparé dans son intégralité. Ça ne nous intéresse pas, nous, de retourner devant la justice pour que ces gens-là soient jugés et condamnés. On en aurait encore pour 10 ans. Ça va faire bientôt 19 ans que ça dure. Hein. Quand on voit comment fonctionne la justice, non, c'est pas la peine d'insister. Donc on demande à ce que l'assurance des notaires joue. Que reproche-t-on à ces 4 notaires? Eh bien, on leur reproche, ils avaient connaissance des tiers. Ils connaissaient tous l'existence des enfants. Ensuite, ils ont manqué de prudence, parce qu'ils n'ont pas consulté les actes authentiques. Ils n'ont pas vérifié les actes de disposants et les actes de donateurs qui devaient être publiés. Donc, ils ont manqué à leur déontologie. La Chambre première du 3 avril 2007 dit « Le notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties. » Alors, qu'est-ce que nous allons faire aussi encore auprès du défenseur des droits? Nous allons jouer sur la discrimination. La discrimination, du point de vue du droit, consiste à léser un individu quand, dans une situation donnée, il est traité différemment des autres sans motif légitime. La différence de traitement est une discrimination illicite. Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes, ici en vue de leur situation de famille, les enfants et le conjoint survivant, article 225.1 du Code pénal. Elle est liée à des situations de concurrence juste entre les individus, normées par des critères objectifs dont il est établi qu'ils ont été écartés au profit d'autres critères étrangers à la matière considérée. Ici, une succession avec 2 enfants légitimes héritiers de leur part à la réserve héréditaire, au décès de leur père, Jacques Garcin, le 30 août 1994, dont ils ont été bannis. Nous ne comptons pas en rester là, donc la vidéo numéro 4 sera consacrée au comportement du conservateur des hypothèques de Valence, du chef de contrôle et du cadastre. Et je répète, tant qu'on n'aura pas évalué le montant du préjudice, nous nous battrons.